Merci d'écouter nos podcasts. Vous pouvez écouter notre émission en entier les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 13h à la radio, à la demande sur notre site web ou via notre application mobile SBS Your Language. Pour en savoir plus, allez sur sbs.com.au/French. Radio SBS est présente sur les festivals et les événements culturels dans toute l'Australie, toute l'année. Rencontrez les présentateurs de SBS, participez aux concours et profitez des spectacles. Restez à l'écoute pour suivre les prochains événements dans votre région. Et comme chaque samedi maintenant, nouveau rendez-vous pour le décryptage de l'actualité politique. Une semaine d'actu politique, 7 jours en politique australienne avec Laurence Arthur. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Il fait plutôt beau à Melbourne aujourd'hui. Il fait très beau. Allez, on commence à décrypter cette actualité. Commençons donc avec les élections dans le Victoria qui se déroulent dans 3 semaines. C'est le 29 novembre. L'échéance de dépôt des listes et des candidats était mardi. Oui, et ce mardi marque une nouvelle date historique puisqu'un record de 21 partis a été enregistré, dont 11 se sont présentés dans les 6 derniers mois. Cela double le nombre des partis lancés dans la course par rapport aux élections 2010. Le précédent record de partis inscrits dans le Victoria s'élevait à 13, c'était en 1999. Cela n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé lors des élections fédérales 2013. Le nombre des candidats est impressionnant. Les électeurs devront une fois encore déchiffrer une liste d'une longueur sans précédent. La liste devrait atteindre 1 mètre de long avec une police de caractère qui sera sans doute minuscule. Cela se jouera tout de même entre les 3 ténors. Pour les libéraux, l'actuel premier Denis Naftin, Daniel Andrews représente les travaillistes et Greg Barber les écologistes. Clive Palmer rejoue la stratégie déployée aux élections fédérales et compte bien obtenir à nouveau un rôle dans la balance du pouvoir au Sénat. Tony Abbott a rendu visite au candidat Denis Naftin lundi sans grand enthousiasme de ce dernier après les déclarations du Premier ministre concernant les hausses sur le prix de l'essence la semaine passée. Si Denis Naftin perd son siège, cela sera aussi la première fois de l'histoire de l'État qu'un parti tient le gouvernement durant un seul mandat. Les sièges cruciaux se trouvent dans la banlieue extérieure de Melbourne et en zone rurale où les travaillistes promettent des investissements dans les écoles, dans des régions qui sont largement sous-dotées, non seulement en écoles, mais aussi en hôpitaux. À Melbourne même, la lutte risque d'être difficile pour les Verts, car le candidat, Greg Barber, est peu connu de la population, mais le travailliste Daniel Andrews n'est pas non plus une figure très marquante du paysage politique. Ce sera donc plutôt une élection de parti plutôt que de personnalité. On peut relever un thème de campagne qui se profile pour la première fois dans le débat politique, la violence familiale. Les travaillistes évoquent une commission royale sur cette question. Rien de précis cependant, il reste 3 semaines pour y voir plus clair. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, Clive Palmer compte se présenter à ces élections alors que son parti, lui-même, le Palmer United, est au bord de l'implosion. Oui, alors il doit cette crise à Jackie Lambie, une des sénatrices de son parti. Très vite après son élection, elle s'est fait remarquer par des déclarations à l'emporte-pièce, des erreurs grossières et par sa méconnaissance des questions délicates comme l'islam en Australie. Elle a encore ajouté cette semaine que des terroristes porteurs du virus Ebola pourraient entrer en Australie pour contaminer la population. Son dernier coup de gueule concerne sa position en faveur du personnel de la défense à la suite de la décision de ne pas indexer les salaires de 57 $, au coût de la vie. Elle a encouragé les soldats à manifester leur mécontentement lors de la cérémonie de l'armistice le 11 novembre, soit mardi prochain, en tournant le dos aux orateurs du jour, une action à laquelle s'oppose Clive Palmer, même s'il soutient la cause sur le fond. Mais Jackie Lambie a immédiatement réagi en menaçant de diviser le parti au Sénat s'il ne restait pas à ses côtés. Les tensions entre les deux sont évidentes. Clive Palmer a déjà qualifié son élue de pas très intelligente. En attendant d'obtenir ce qu'elle demande, elle menace de s'opposer à l'adoption de toutes les législations au Sénat fédéral. Il doit y avoir une bonne ambiance au sein du Palmer United Party. Allez, mercredi soir, le ministre de l'Immigration Scott Morrison a répondu aux attaques de Julian Burnside. C'est un avocat des droits de l'homme qui recevait le prix de la paix d'une fondation de l'Université de Sydney. Oui, alors
Scott Morrison a vivement rejeté l'accusation selon laquelle des requérants d'asile auraient obtenu la promesse d'un droit de séjour en Australie s'ils retiraient leur témoignage à propos de la mort du jeune Iranien Reza Barati lors de l'épisode aigu de violence à Manus Island. L'accusation a été lancée par l'avocat Julian Bernstein lors de la remise du prix qui lui a été décerné à Sydney jeudi. Il se base sur une source confidentielle. Scott Morrison a immédiatement réfuté cette déclaration en rappelant que la politique de protection des frontières a été un succès absolu, alors que l'on sait d'après un rapport officiel, Reza Barati est décédé des suites d'un traumatisme crânien provoqué par la brutalité des coups donnés par plusieurs assaillants. Selon Julian Burnside, 13 à 14 personnes seraient impliquées dans ce lynchage, parmi lesquelles se serait trouvé un employé du centre de détention armé d'une barre de fer avec des crochets. Parmi les agresseurs se seraient trouvés encore 2 Australiens. Le coup fatal aurait été porté avec une pierre jetée par un employé. Bref, l'avocat est une personnalité engagée, comme il l'a prouvé ce jour-là, une qualité qui a été largement reconnue. Allez, on parle maintenant de l'hommage à Gough Whitlam, qui a été rendu d'ailleurs quelques heures avant ce que vous venez d'expliquer à l'hôtel de ville de Sydney. Et il y avait une présence d'une foule assez nombreuse, il y avait des politiciens et il y avait 6 anciens premiers ministres australiens. Oui, et Tony Abbott aussi. Et Tony Abbott, bien entendu. Et puis d'ailleurs, pour revenir juste quelques secondes à Julian Bernstein, il a aussi rendu hommage à Gough Whitlam durant sa remise de prix en déclarant que le pays avait besoin de plus d'hommes comme Gough Whitlam. Alors, les funérailles nationales donc, en tout 2000 personnes ont assisté à cette célébration, suivies par plusieurs autres centaines de personnes depuis le parvis. Je rappelle que Gough Whitlam est décédé à l'âge de 98 ans mardi passé. L'éloge funéraire a été prononcé par Noel Pearson, un des leaders aborigènes, dont le discours a touché la communauté. C'est le plus grand des anciens blancs et un ami d'un calibre sans commune mesure à saluer, Noel Pearson. D'accord. Et la semaine a encore été marquée jeudi et vendredi d'ailleurs par la visite du Premier ministre néerlandais. Tony Abbott a quant à lui promis de prendre à partie le président russe Vladimir Poutine. Il dément pas, Tony Abbott. Ah oui, non, tout à fait. Et tiens, bon, alors le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a rencontré aussi non seulement Tony Abbott, mais aussi le gouverneur général Peter Cosgrove, le cabinet des ministres, la police, l'armée et les représentants des affaires étrangères impliqués dans les recherches des restes des victimes du vol MH17. Tony Abbott, en effet, insiste qu'il fera face à Vladimir Poutine d'une manière ou d'une autre. Il a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse commune, un face-à-face qui pourrait se dérouler à la PEC, la coopération Asie-Pacifique, qui se tient à Beijing jusqu'au 11 novembre, mais aussi et surtout au G20 à Brisbane. La semaine prochaine déjà, le Premier ministre néerlandais a annoncé pour sa part que d'autres restes humains ont été retrouvés. Ils ont été transférés aux Pays-Bas pour identification avec une cérémonie d'hommage à l'arrivée. L'enquête continue donc. Ouais, d'accord. Et puis le G20, comme moi j'y serai, eh bien on va regarder ça d'un œil très 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 serré, savoir si eh bien Tony Abbott va très décidément littéralement attaquer Vladimir Poutine. Oui, il sera peut-être aussi questionné quant à lui sur sa politique du climat. Eh ben, on verra tout ça. Merci Laurence, c'était donc la rubrique politique, 7 jours donc de politique en Australie, comme chaque samedi. À samedi prochain. À bientôt. SBS Radio. 7 billion stories and counting.